Bonjour, nous allons voir aujourd'hui la deuxième et dernière partie de notre chapitre sur la mucoviscidose. Et ici, je vais traiter simplement l'aspect moléculaire de la pathologie. En utilisant deux logiciels bien connus, Anagen et pour vous, ce sera LibMol. Moi, je l'ai fait sur Rastop, mais vous le ferez si vous le souhaitez sur LibMol. Donc, comme prévu, comme convenu, il n'y aura pas de rendu pour aujourd'hui, mais vous pouvez quand même, si vous avez un petit peu de temps, pratiquer sur LibMol, ça fait toujours du bien. Alors, Anagen d'abord, identifier l'anomalie à l'aide des deux séquences fournies. Donc là, c'est une comparaison de deux fichiers polypeptidiques, donc deux fichiers nucléotidiques, pardon. Ici, vous avez l'allèle normal et en dessous, vous avez l'allèle muté. Donc, j'ai choisi avec alignement parce que ça va plus vite en termes d'identification, c'est plus rapide. On voit tout de suite les petits traits en dessous. Et donc là, ici, il manque deux acides aminés consécutifs, deux nucléotides consécutifs, un qui est resté et un tout seul, là, la thymine qui a disparu. Alors bien sûr, il n'y a pas de trou dans l'ADN, et cette thymine vient se placer à côté de l'autre de la précédente, et ce morceau vient se mettre à côté de la thymine. Donc au final, 4443 nucléotides, ça vous le savez en emmenant votre curseur complètement à droite pour identifier le nombre de nucléotides, ça faut toujours le faire, c'est la première chose à faire, et vous vous seriez rendu compte tout de suite que l'allèle muté n'avait que 4440 nucléotides. Donc il vous dit tout de suite, il en manque 3, qu'est-ce qu'il faut faire? Les chercher. Là c'est bien, ils sont au même endroit, dans la même zone, c'est pratique. Ensuite, deuxième étape, vu que j'ai identifié mes 3 nucléotides manquants, je les localise sur ma capture d'écran et j'identifie leur position et j'identifie le nucléotide manquant. Donc voilà pour cette partie-là. Ensuite, même travail sur la partie polypeptidique, puisque vous avez aussi les séquences polypeptidiques, il va falloir les comparer. Alors, qu'est-ce que ça va donner? Ici, normalement, jusque-là, vous aurez la même séquence polypeptidique, puis après, ça risque de changer. Donc, voyons voir, en comparant, pareil, avec alignement, parce que ça se repère beaucoup plus vite. Au lieu d'une phénylalanine, finalement, vous vous retrouvez avec une glycine. Ensuite, il manque cette glycine, et après, vous avez une séquence normale. Donc, on a bien une séquence plus courte, avec un acide aminé de moins, et une glycine. Normalement, on retrouve glycine, val, ser, mais il manque une phénylalanine. Donc ça, c'est l'exploitation que vous auriez dû faire. Donc 1480 acides aminés contre 1479, total, déduction, il en manque un, ça c'est pas difficile. La localisation de la disparition est bien expliquée dans l'argumentation qui c'est cette phénylalanine qui manque, pas cette glycine là, on est bien d'accord. C'est celle-ci qui est absente, celle-ci, par le fait du hasard, ça a reformé une glycine, et ensuite on retrouve la séquence normale. Donc il manque un acide aminé. Là j'ai pas tout rédigé, à vous de rédiger un petit peu mieux, un peu plus à fond dans votre cours, pour expliquer ce qu'il manque. Ensuite, maintenant on va passer à Rastop, vous allez passer à LibMol si vous le souhaitez. Préparez votre travail, c'est-à-dire qu'est-ce que vous allez montrer. Vous allez vous retrouver avec une séquence polypeptidique. Et il faut que vous montriez que dans la séquence normale, on a bien, par exemple, le premier ILE en bonne position, la phénylalanine en position 508, une glycine en position 509, donc moi je ferai 507, 508 et 509 à identifier et à mettre en couleur. Et ensuite, dans la séquence mutée, je ferai la même chose, c'est-à-dire que je mettrai ILE, la glycine, à la limite même couleur que celle-là, même si c'est pas la même, c'est quand même une glycine. Et puis, oui, c'est vrai qu'il aurait peut-être mieux valu mettre aussi la valine pour retrouver, donc ici, de prendre de ILE jusqu'à val, et ici, ILE jusqu'à val. Mais par contre, là, vous n'en aurez que 3, alors que là, il n'y en aura que 4.
Je ne sais pas si vous avez compris. Essayez de faire le travail. Mettez votre vidéo en pause. Et moi, je passe à la suite, je corrige. Alors, je vous ai donné des indications. Mais par contre, j'ai pas fait tout et j'ai pas refait mon fichier. Donc là, j'ai bien pour la séquence sauvage, la séquence non saine, j'ai bien 507 ILE que j'ai mis en bleu, ma phénylalanine en 508, celle qui a normalement disparu, et la glycine en 509. Ce qui aurait été bien, c'est que je mette aussi, je me souviens plus, le suivant, le 510. Dans la partie mutée, on retrouve donc ILE en 507, c'est normal. La glycine en 508, ça c'est pas normal, elle aurait dû être en 509. Et puis, on aurait dû trouver le même acide aminé ici, en 510 et en 509, pour indiquer que la suite était identique. Ça, ce qui prouve qu'il manque bien, mais bon, même mon document le prouve bien aussi, il manque bien la phénylalanine. Donc il manque bien un acide aminé. Et c'est cette absence d'acide aminé qui cause la déficience de cette protéine canal qui ne laisse plus passer les ions chlorure. Voilà l'allure tridimensionnelle de cette protéine canal, elle est assez compliquée. Vous n'avez eu qu'un petit ruban, donc qu'un petit morceau, ici, de la protéine. Pas la totalité, c'était trop compliqué, et puis numériquement, c'est difficile de manipuler une molécule pareille. Donc l'idée, c'était de mettre en évidence la perte d'un acide aminé, et les conséquences graves que ça occasionne. Un petit bilan ? Donc, un acide aminé différent, et un seul, modifie l'organisation 3D et obstrue probablement le canal de la protéine, donc cette énorme structure moléculaire, et empêche de se laisser sortir les ions chlorure. L'acide aminé différent a pour origine une délétion, puisqu'on a 3 nucléotides proches l'un de l'autre. C'est pas une mutation ponctuelle. Il y a 3 nucléotides, ils sont pas les uns à côté des autres, mais bon, c'est une délétion, c'est une mutation du gène qui code cette protéine. Bien noter qu'il y a on a identifié plus de 1500 mutations dans l'espèce humaine, donc ça fait plus de 1500 allèles différents. En ce qui concerne les traitements, je ne vais pas vous parler de grand chose, mais j'aimerais bien que l'on fasse un petit point sur ce qui est la thérapie génique. Donc là, je vais mettre en route une petite vidéo. Vous avez déjà vu le début, puisque le début, c'est mon introduction, mais là, je vous permets de voir la suite, ce qu'on appelle donc en quoi consiste la thérapie génique.
Voilà pour la thérapie génique. Ce sont des traitements innovants qui fonctionnent dans pas mal de cas, mais pas encore partout. Penser au dépistage, c'est intervenir plus tôt et donc pouvoir traiter plus tôt. Alors on peut mesurer une protéine typique de l'atteinte, du pancréas. C'est pas à 100%. Le test de la sueur aussi est utilisé puisque c'est une sueur anormalement riche en chlore. Et bien sûr, les tests génétiques avec la recherche des allèles du gène CFTR avec des sondes moléculaires. La conclusion, donc la mucoviscidose, une maladie monogénique, un seul gène, autosomale, récessive. Donc il faut, pour qu'un individu soit atteint, il faut deux allèles défectueux. Les individus ne possédant qu'un allèle sont ce sont les porteurs sains. Ils sont dits hétérozygotes, ça c'est du vocabulaire de génétique, ils sont dits hétérozygotes, ils peuvent transmettre la maladie. Et donc, en cas de doute, il faut bien penser qu'il existe des consultations du conseil génétique, où on calcule le risque, comme vous l'avez fait, et on peut proposer un diagnostic préimplantatoire, c'est-à-dire fécondation in vitro, récupération de plusieurs embryons, et dans un embryon, on peut prélever une cellule et chercher les gènes, les allèles défectueux. Alors, pensez qu'il y a des traitements, la thérapie génique étant le plus innovant, bien entendu. Voilà pour ce chapitre. J'espère que vous avez pu bien prendre en note votre cours et je vous dis à la prochaine fois. Au revoir.